Le problème, c'est que Patrick Erard a tout dit. Non, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc vous avez vu, il y a deux tables rondes. Hein. La première, c'est comment préserver la production pharmaceutique existante aujourd'hui. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre pour autant. Et puis la deuxième table ronde, comment reconquérir la production des médicaments nouveaux. Alors pour étayer ces deux tables rondes, il y a donc, on vous l'a dit, deux études qui ont été réalisées. Un panorama sur l'industrie pharmaceutique et puis aussi les investissements et comment reconquérir de nouveaux produits, de nouveaux médicaments. Alors, je vais demander aux personnalités de la première table ronde de bien venir s'ils veulent bien. Sébastien Guettan, Philippe Luscan, Guillaume Clément, avant de regarder la première vidéo qui synthétise Olivier Marlex et Jean-Marc Vittori. Donc, la première vidéo dure 5 minutes, donc elle est très courte et elle synthétise ces deux études. Voilà, alors Sébastien Guettan alors vous avez des petits post-it là, voilà. Et donc, si tout le monde est là, on va regarder donc cette première vidéo qui donc plante le décor. Donc c'est l'Observatoire des investissements productifs pharmaceutiques et biotechnologiques en France. Et la deuxième étude de Roland Berger, c'est comment relancer la production pharmaceutique en France. Donc 5 minutes et après on commencera le débat de cette première table ronde. Les investissements productifs répondent à 3 enjeux. Tout d'abord, un enjeu de modernisation à visée réglementaire, puis un enjeu d'automatisation et de compétitivité des sites, et enfin, un enjeu d'extension de capacité. Sur la période 2010 à 2013, les investissements dans les sites de production ont diminué d'environ 930 millions d'euros à 810 millions d'euros, soit une baisse de 4,5% par an. Sur la période 2010 à 2013, 60% des investissements sont encore réalisés sur des sites de production de médicaments chimiques, soit 190 sites sur les 224 que compte le territoire français. Si on zoome maintenant sur les seuls sites de production de médicaments chimiques, les investissements sont relativement stables sur la période. Le deuxième point qu'il est important de mentionner, c'est que les investissements sont globalement corrélés aux effectifs des différents sites. En conséquence, un site moyen investit entre 1 et 5 millions d'euros par an, mais il existe de fortes disparités, certains sites surinvestissant nettement, d'autres restant légèrement en retrait. Parmi les répondants du panel, 75% disent n'être que sur des investissements de maintenance réglementaire et seulement une vingtaine de pourcents sur des investissements d'extension, dont l'international. En définitive, plus de 80% des investissements sont réalisés sur des sites existants pour des installations techniques en lien direct avec la production. La construction et le bâti ne représentent qu'une toute petite part de ces investissements. Maintenant, sur les sites de production de médicaments biologiques et de vaccins, on constate que les investissements ont diminué sur la période. En effet, les grands programmes d'investissement initiés dans les années 2005 sont parvenus pour la plupart à leur terme, en particulier sur les plus gros sites de vaccins. Toutefois, à l'inverse des sites de production de médicaments chimiques, les sites de médicaments biologiques et de vaccins sont beaucoup plus tournés vers des investissements de capacité, d'extension de ces capacités qui préparent leur avenir. D'une manière générale, les sites ont peu investi pour aller chercher la croissance à l'export. À titre d'illustration, seulement un tiers des sites biologiques et chimiques sont homologués à la FDA, alors que les États-Unis sont toujours le premier marché mondial du médicament. Autre élément important de l'étude concernant les investissements, quand un groupe n'est pas détenu par un laboratoire français, dans 80% des cas, le décisionnaire n'est pas sur le territoire. En résumé, en 2013, les investissements sur les sites de production de médicaments chimiques et biologiques ont représenté 810 millions d'euros, soit environ 100 millions de moins qu'en 2010. 60% de ces investissements restent
réalisés sur des sites de production de médicaments matures d'origine chimique. Le premier constat de l'étude, c'est que pour l'instant tout va bien, mais avec des signaux faibles mais persistants d'une évaporation progressive et inexorable de la production pharmaceutique française. En effet, 2/3 des sites déclarent une stabilité de leurs effectifs, mais plus de la moitié d'entre eux tablent sur une diminution progressive de ce qui sera produit. Donc tout va bien pour l'instant dans la mesure où les cycles industriels sont par essence des cycles longs avec des décisions qui se prennent sur 3 à 5 ans. En revanche, ce que l'on constate, c'est que l'évaporation progressive de certains sites qui a été amortie par la reprise par les façonniers de sites industriels est arrivée sans doute à la fin d'un modèle. L'emploi industriel pharmaceutique en France pèse lourd. En effet, la France se situe au 2e rang du top 10 européen et représente à elle seule autant que l'ensemble de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, hors Russie bien évidemment. À titre de comparaison, l'emploi industriel en France pèse à peu près autant que l'aéronautique et 1,5 fois moins que l'automobile. En termes de valeur sociétale, l'industrie pharmaceutique française représente 120 000 emplois qui se répartissent en 1/3 d'emplois directs, donc directement liés aux usines, 1/3 d'emplois associés à ces usines, notamment avec la sous-traitance, et enfin 1/3 d'emplois de ce que l'on appelle l'écosystème de l'industrie pharmaceutique, avec les actifs pharmaceutiques, la santé animale et un certain nombre d'autres fournisseurs liés à cette production pharmaceutique. Si l'on extrapole ces 120 000 emplois à tous ceux qui lui sont liés, par exemple l'éducation, la santé, mais également la boulangère du village situé près d'un site de production, on arrive au total à 420 000 emplois. Traduit en euros, ces 120 000 emplois représentent une valeur sociétale de 7,2 milliards d'euros. Et si on l'extrapole au sens large, l'emploi lié à l'industrie pharmaceutique pèse 30 milliards en France. Même si les atouts de la France en matière de production industrielle sont reconnus, en particulier son savoir-faire, sa capacité, aussi bien en termes d'hommes qu'en termes de technologie, les signes de défiance s'accumulent. En particulier, une fiscalité, un accès au marché et une imprévisibilité des décisions politiques qui entachent cette forte compétence humaine et technique. En outre, cette production industrielle se concentre sur une production chimique et sur des produits matures qui représentent au total 60% de l'emploi industriel. Nous ne produisons que marginalement ce que nous consommons le plus. Et facteur de préoccupation additionnel, sur les 130 autorisations de mise sur le marché octroyées depuis 2012, seulement 8 désignent un site de production français. Voilà, le décor est planté. Donc, première table ronde, comment préserver la production pharmaceutique existante aujourd'hui en France, hein, parce que vous avez vu que c'est une production surtout de produits chimiques qui ne sont pas très chers, qu'on exporte, alors qu'on importe des produits chers. Donc, il y a un problème de fond, mais cette production chimique est évidemment aujourd'hui encore importante. Alors, pour en débattre, Sébastien Guettan, qui est président des affaires industrielles du LEM et aussi PDG de Delpharm, Philippe Buscan, qui est vice-président affaires industrielles chez Sanofi, Guillaume Clément, président de Léopharma et le pôle pharma, Olivier Marlex, qui est député Eure-et-Loir, vous serez le politique de cette table ronde, j'espère que vous assumerez, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, qui nous tirera là-dessus scientifiquement de tous ces débats. Alors on a 1 heure, c'est pas beaucoup, mais on peut dire quand même beaucoup de choses. Alors Sébastien Guettan, vous êtes l'un des leaders européens de la sous-traitance pharmaceutique, vous avez 2600 salariés, 8 usines en France, une en Belgique quand même. Votre production est à 2/3 exportée et concerne des produits principes matures, des génériques, des médicaments testés. Donc vous êtes directement concerné. Donc on va faire un premier tour de table assez rapide sur le constat. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui a été énoncé? Et est-ce que vous, façonniez, de production de médicaments chimiques, les investissements sont relativement stables sur la période.
Le deuxième écoutez, point moi, qui est je- important de 3 mentionner, minutes, très c'est rapidement. que les Moi, je investissements suis, sont globalement corrélés j'adhère à ce qui aux a été effectifs dit. des différents sites. Sauf sur la fin d'un modèle, mais je ne l'ai pas En bien vu, ça va être conséquence, un sorti du site moyen contexte. investit entre 1 Non, et 5 j'adhère à millions ce qui a d'euros été par an. dit et je Mais ne veux il pas existe jouer de fortes disparités. l'optimiste Certains sites BA de surinvestissent l'étape, en nettement, d'autres mais restant je regrette légèrement comme en vous retrait. qu'il ait fallu attendre d'être dos au Parmi les mur pour se répondants poser du la panel, question. 75% Mais paradoxalement, disent n'être je que suis sur des relativement investissements de satisfait maintenance parce que réglementaire je et trouve que seulement nous une posons la vingtaine de bonne pourcents question. sur des investissements Et d'extension, dont la l'international. production, ça a longtemps été considéré comme l'intendance, et vous connaissez le mot célèbre, hein, l'intendance, elle En suivra. définitive, Sauf plus que de 80% dans toutes les bonnes des armées, il faut qu'elles investissements suivent, et que là, sont réalisés sur des l'intendance, sites si c'est la existants production, pour des elle est non installations seulement en train de ne techniques en plus lien suivre, direct mais en train de avec la décrocher. production. La construction Et et je le pense bâti que la ne vertu représentent de qu'une cette toute petite part présentation de qu'on ces fait pour la deuxième fois, mais qui est plus Maintenant, creusée sur les sites aujourd'hui, de production de médicaments lors de ce biologiques et deuxième de colloque, vaccins, on c'est qu'on constate pose que les la bonne investissements question. ont Que diminué voulons-nous sur la période. faire de nos usines industrielles et quelle est la photo? Et là, on En découvre, ce effet, qui nous a les été grands dit ce programmes matin, d'investissement que initiés dans plus de les années 80% de la 2005 production sont est parvenus faite sur pour les la produits plupart à leur matures. terme, en particulier Et là, sur on les est plus obligé de se gros poser la sites de question. vaccins. Ça ne va pas se substituer tout dans l'innovation et le biotechnologique Toutefois, à immédiatement, l'inverse des même si sites on de attend de production grandes médicaments choses et que chimiques, les le gros de la sites de valeur à médicaments venir est biologiques là-dedans. et de vaccins Il sont faut beaucoup plus tournés préserver vers des l'existant. investissements C'est de le capacité, sujet de ce matin. Et d'extension de je pense ces qu'on capacités a qui des préparent raisons, leur avenir. je dirais pas d'être optimiste, mais à partir du moment entre gens intelligents et de bonne volonté, on pose la bonne question, on a des atouts. Et je ne le dis pas pour faire de la méthode Coué, je le dis parce que quels sont nos atouts? Ils ont été cités, je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été dits. Je vais vous dire d'autres choses que je vois au quotidien. On visite nos usines, on visite des usines ailleurs. Les usines européennes et particulièrement françaises sont parmi les plus qualitatives qui existent. Qualitatives à plusieurs degrés. Qualitatives au niveau qualité pharmaceutique, bien sûr. Mais je ne veux pas faire de discrimination, les autres aussi. Mais au-delà de ça, on a des usines qualitatives dans le sens respect du sociétal, du social et du sociétal. Respect de l'environnement. Ça rajoute rien à la valeur ajoutée du produit fini, mais ça rajoute à l'essence de sa production. Mais est-ce que, Qu'est-ce qu'on en fait? que tout ça va pas s'écrouler, justement? C'est la question. Mais là, attendez, ça c'est la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide d'une politique industrielle? Et il y a des moyens, on y reviendra, je crois que c'est l'objet d'en parler plus tard. Mais il faut qu'il y ait une volonté commune. Et là où il y a une volonté commune, il y a un chemin. Deuxième élément que je voudrais mettre en exergue, c'est la productivité de nos usines. On nous dit, alors on va nous parler coût du travail, machin et tout. Je ne veux même pas aller là-dessus. Nos usines sont très productives. On a les usines parmi les plus productives. Maintenant, est-ce qu'elles courent la même course ou est-ce qu'elles ont un sac de sable attaché au pied, hein? Donc il faut comparer ce qui est comparable. On a les usines les plus productives, mais on a des règles un petit peu plus contraignantes. Est-ce qu'on les valorise? C'est quelques centimes de différence à la boîte, où est-ce qu'on les retrouve? Donc alors là, il y a des solutions, il faut qu'on accède. Voilà, on va arriver aux solutions plus tard. Le constat est inquiet, mais enfin, donc, il y a des atouts, il ne faut pas désespérer. C'est déjà un bon point. Philippe Buscan, vous êtes donc vice-président affaires industrielles chez Sanofi. Alors, vous êtes un grand groupe mondial. Vous êtes polytechnicien, diplômé de l'école des mines aussi. Et vous avez commencé votre carrière chez Danone. Ensuite, vous êtes rentré, il y a déjà un petit moment, 90, chez Sanofi. Vous avez dirigé l'usine Sanofi Chimie à Sisteron, puis vous avez été directeur industriel de Sanofi aux États-Unis, et ainsi de suite pour arriver vice-président affaires industrielles. Alors, est-ce que Sanofi, qui est très présent en France, porte le même constat, et quelles sont vos inquiétudes? Bon, écoutez, d'abord, vous avez repris un peu mon historique. Mon historique, surtout, c'est le plaisir d'avoir travaillé dans Sanofi depuis 25 ans, et dans la production depuis toujours, avec beaucoup de collaborateurs ici. Et c'est vrai qu'on a vu l'histoire industrielle française se développer. Alors sur le constat, on le partage bien évidemment, et je dirais même plus loin en tant que message. On sait très bien tous que plus le prix des médicaments baisse, plus le risque de ne plus pouvoir produire en France existe. Et d'autres industries l'ont montré, je ne veux pas les citer aujourd'hui, ou d'autres pays, on le voit dans le monde. Donc il faut faire attention, il y a un lien entre la capacité de produire en France et le prix de vente des médicaments, il est exact. Alors, concernant Sanofi, on a, et c'est plus important que moi-même, on a 26 usines en France, donc c'est à peu près 10% du nombre de sites que vous avez cités, et on a 12 000 salariés en France, donc c'est à peu près un tiers des emplois industriels du marché pharmaceutique en France. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis certaines années? C'est qu'on a transformé notre outil industriel pour aller capter deux vecteurs de croissance à marche rapide. Le premier, c'est on a transformé pas mal de sites dans les biotechnologies.
hein, avec des exemples connus en France, et qui sont, je pense, des exemples. Le site de Neuville, qu'on a transformé d'un site de chimique vers une production de dingue, qui est un fer de lance de l'industrie française, hein, du savoir-faire de Sanofi, et puis plus près d'ici, à Vitry, un site de chimie historique dans les biotechnologies. Alors on a investi. La question, c'est comment garder la chimie, cette première, première sais question. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, je vous avais dit, le mot préserver, j'aime pas trop. La dynamique de l'industrie, c'est d'avancer. C'est pas de préserver, c'est d'avancer. Et la transformation ou l'évolution fait partie de notre métier. Et donc, on a investi, nous, dans les 5 dernières années, plus d'1,3 milliard dans les biotechnologies en France, au-delà des 300 millions qu'on a fait sur les autres usines, et qui nous ont permis de capter des opportunités de croissance, bien sûr liées au portefeuille de Sanofi. Et puis il y en a un deuxième, qui est cité dans l'étude, c'est l'importance de l'export. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que par notre positionnement, nous on exporte 80% de notre production française, 97% dans les vaccins, 60% dans la pharma, et on est allé capter des opportunités dans le monde entier. Je reviendrai un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir exporter, hein, de manière à transformer notre outil petit à petit, hein, vers les opportunités de croissance. Un message qui est important, c'est qu'une usine, c'est pas stable. Tous les 5 ans en moyenne, moi qui ai la chance d'avoir travaillé pendant 25 ans, un tiers du portefeuille d'une usine bouge. Donc il y a un renouvellement indispensable de votre portefeuille produit-marché. Donc c'est une dynamique. Une usine, c'est une dynamique. Et le rôle, c'est d'essayer d'anticiper dans un contexte le plus stable possible. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Sanofi avec pas mal de succès. Mais vous l'avez dit, le risque, c'est la baisse des prix. Et la baisse des prix, on a l'impression que c'est un peu inéluctable. On verra dans les propositions. Mais alors, par rapport à cette baisse des prix, il y a des pays qui sont moins chers que nous. Comment vous réagissez ? Oui, mais moi, je réagis de manière un peu équilibrée, qui est de dire on sait très bien qu'il y a des seuils en dessous desquels on ne peut plus suivre. Hein, donc je pense qu'on comprend tous le sujet des prix, et ce n'est pas forcément mon domaine, mais on comprend tous intuitivement qu'il y a des prix en dessous desquels, hein, les choses ne sont plus possibles. Donc attention, c'est un tout. Hein, la production est liée, à ce que disait Sébastien avant, est un tout par rapport à un marché, et on ne peut pas délier les sujets les uns des autres, ils sont tous liés, et c'est l'objet du colloque d'aujourd'hui. Mais le terreau de la chimie française aujourd'hui est important pour développer les biotechnologies ? Je pense que nous, on a fait la démonstration, hein, de transformer 2 usines chimiques dans les biotechnologies. C'est un pari. Vous m'avez invité à la 2e table ronde pour parler des aspects de formation. Hein, mais je pense qu'il y a un savoir-faire industriel français qui est exceptionnel. Hein, je partage l'analyse de Sébastien à Guétan. En chimie ? Dans le domaine de la chimie, la pharmacie, la biologie, c'est un historique sur lequel on a la chance, hein, de pouvoir se développer, mais il faut aller de l'avant. D'accord. Alors Guillaume Clément, vous êtes président de Léo Pharma et de Pôle Pharma. Vous êtes un chimiste, hein, parce que vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Vous êtes passé par l'INSEAD, ensuite Péchinet, Lilly et maintenant Léo Pharma. Et puis vous êtes président de Pôle Pharma, qui est quand même le premier cluster pharmaceutique en France, qui regroupe 150 adhérents, 200 sites industriels en centre, Haute-Normandie et en Île-de-France. Vous avez récemment organisé un colloque et vous prenez le crédit d'impôt production, on y reviendra. Alors, vous êtes donc sur un territoire donné. J'allais dire, vous êtes dans la vraie vie. Non, vos 2 prédécesseurs sont aussi dans la vraie vie. Mais comment ça se passe sur un territoire ? Est-ce que vous êtes soumis, on le verra avec Olivier Marleix aussi, est-ce que vous êtes soumis à des pressions par rapport aux collectivités territoriales, par rapport à l'emploi que vous créez ? Comment ça se passe ? Alors, avant de répondre à votre question, peut-être préciser pour Pôle Pharma, au-delà des chiffres que vous avez donnés, donc c'est un écosystème de plus de 25 000 emplois sur les territoires donc centre, Haute et Basse Normandie et Île-de-France. Ça veut dire que c'est bien au-delà de la pharma, c'est l'écosystème total, c'est toute la filière. Donc c'est l'ensemble des fournisseurs, des façonniers, des producteurs de compétences, que ce soit les universités, des entreprises de conseil, que ce soit bien évidemment les partenaires territoriaux, avec qui je ne pense pas qu'on subit des pressions. Au contraire, on a une conscience commune et une responsabilité commune à développer l'emploi et à aller de l'avant. Donc moi je partage ce qui a été dit avant, on a vraiment de très beaux atouts en France et en particulier sur le territoire des pôles pharma. Il faut s'en rendre compte, sur une région et sur les territoires que nous avons cités, la filière pharmaceutique est de loin le plus gros acteur, avec l'un ou le plus gros acteur, que ce soit en termes d'emploi, d'investissement, d'efforts de recherche, d'exportation. Hein. Il y a une étude très intéressante qui a été faite dans la région centre l'année dernière, qui montre que sur 100 produits exportés, 28% sont des médicaments. Donc vous voyez la prédominance de cette industrie sur les territoires, en particulier de Pôle Pharma. Ça veut dire que, et grâce au fait d'être en filière, ensemble, pour travailler, pour essayer de développer notre compétitivité, on a plutôt jusqu'à ce jour
réussi à maintenir les investissements. Donc dans la dynamique qui a été présentée tout à l'heure par Frédéric Thomas, avec une baisse que vous avez vue de 4,5% par an, le territoire de Pôle Pharma et les investissements sur le territoire sont plutôt stables dans les 4 dernières années. Ça ne veut pas dire que les constats qui ont été tirés ne sont pas valables pour nous. Malheureusement, ils le sont, puisque un peu plus de 80% des emplois du territoire de Pôle Pharma sont liés à de la production chimique et 75% sont liés à des molécules matures. Donc quand on dit mature, ça va être à la fois lié à un âge d'AMM, mais aussi sont avec des prix plutôt faibles, mais aussi sont dans des classes de remboursement plutôt faibles aussi, vers les 15%. Ça veut dire qu'on est extrêmement sensible à l'évolution des politiques de santé et de la régulation à venir. Donc une façon d'illustrer et qui montre bien qu'on est parfaitement en phase avec nos partenaires territoriaux, c'est de reprendre la notion de valeur sociétale qui a été donnée. On parle de 40 000 emplois dans la pharma, et on est passé à 122 000 emplois si on commence à intégrer les emplois indirects et ceux des fournisseurs. Si on prend la valeur sociétale, ce facteur 3 existe. Les emplois directs, ça a une valeur sociétale de 2,5 milliards. Hop, on passe très facilement à 7,2 milliards avec le côté indirect et le côté de la filière. Mais si on va plus loin sur un territoire et qu'on intègre les emplois qui ne sont pas uniquement liés à l'industriel, c'est un facteur 5. Et si on va un peu plus loin, parce que sur des territoires, quand il y a ces usines, il faut aussi avoir un boulanger, un boucher, donc des emplois primaires, mais aussi des écoles et des infrastructures, des emplois tertiaires, on passe à un facteur quasiment 12 entre eux, et on arrive à ces 30 milliards qui ont été cités tout à l'heure par Patrick Bichler. Ça veut dire que nous avons très bien compris, nous industriels, et je pense nos partenaires territoriaux, que nos destins sont liés. Donc on reviendra ensemble sur les propositions possibles, mais je pense qu'on n'a pas de pression, mais on a un véritable partenariat et conscience commune. Alors, on parle souvent de Pôle Pharma. Pourquoi vous êtes le premier, il y en a un deuxième, ou ça s'est développé partout en France, ou vous êtes le premier et le seul? Alors, Pôle Pharma a été créé il y a une douzaine d'années. Oui, vous avez fait des petits. Une dizaine d'années. Non, je ne sais pas si on a fait des petits. Le premier dans la taille, puisque en étant sur l'écosystème dont je vous ai parlé, nous représentons à peu près la moitié des emplois industriels en France. Donc c'est de cette taille qu'on peut tirer cette légitimité et ce titre de premier. Et je pense que ça serait intéressant de développer d'autres de ces clusters, parce que c'est vraiment ensemble, sur l'ensemble de la filière, qu'on arrive à développer humblement, mais des actions qui permettent de stabiliser, voire développer l'emploi et les investissements. Alors, Olivier Malex, vous êtes député de Eure-et-Loir, vous êtes membre de la commission des lois et député depuis juin 2012. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, membre de plusieurs cabinets ministériels avant, du temps de la présidence précédente, sous le mandat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2011. Vous êtes conseiller général d'Eure-et-Loir de 2008 à 2014. Vous êtes maire d'Annette depuis 2008 et vous êtes premier vice-président de la communauté d'agglomération des pays de Dreux. Alors, est-ce que vous connaissez bien l'industrie pharmaceutique? Est-ce que vous pensiez que la situation était si précaire et qu'on avait une telle production centrée sur les produits chimiques dont les prix risquent de baisser sur des produits matures et que tout ça risque de s'étioler plus ou moins rapidement? Oui, moi, ce que j'ai découvert depuis que je suis député de cette circonscription où l'industrie pharmaceutique est aussi importante, et vraiment importante dans tout l'écosystème, c'est au-delà même des seuls salariés, c'est effectivement qu'on est à un moment critique pour cette industrie. On le voit malheureusement assez régulièrement avec chacune des entreprises concernées. Et très clairement, moi j'ai découvert à quel point le dialogue avec l'État était aujourd'hui un peu ubuesque. Cette facilité qui consiste à jouer sur le prix, évidemment, ne peut pas résumer le dialogue entre l'État, alors l'État pris au sens large, État et sécurité sociale, et les entreprises de ce secteur. Quand un homme politique dit ça, on l'interrompt tout de suite et on dit que vous avez fait la même chose. Oui, alors tout à fait, vous avez raison de le dire. Il y a cette tendance à la facilité, évidemment, de jouer sur le prix du médicament, puisque ça a un effet à l'instant T. Quand on demande 1 milliard d'euros, évidemment, ce prix du médicament, c'est plus facile que d'aller demander 1 milliard d'euros
à l'hôpital, de s'attaquer notamment au statut de la fonction publique hospitalière. Enfin, je vous ferai remarquer que le gouvernement précédent de Nicolas Sarkozy avait quand même créé la journée de carence, par exemple, dans la fonction publique, qui rapportait l'équivalent de ce milliard d'euros, quoi, et qu'on y a renoncé et qu'on préfère aller le demander. Donc vous voulez faire travailler plus les fonctionnaires pour payer non, plus. c'est pas le sujet. Je veux dire, non, on va passons. devenir aussi caricatural, mais bien évidemment, c'est caricatural aujourd'hui de ne jouer que sur le prix du médicament. C'est une facilité. Et puis, pardon, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu changé d'échelle. C'est-à-dire que oui, effectivement, la facilité a toujours été de demander de jouer sur le prix du médicament pour boucler un PLFSS. Mais là, avec un facteur K négatif cette année, enfin, on est rentré dans une logique totalement aberrante, où on demande en quelque sorte aux industries de la pharmaceutique de rentrer dans la décroissance. Voilà. Donc aujourd'hui, on est allé au-delà et on est même dans la logique de la part des pouvoirs publics, je crois un côté bouc émissaire ou vache à lait. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Hein, c'est à ce moment les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Tant pis si le système de la concession autoroutière explique la haute qualité d'infrastructure dans notre pays. Tant pis, on va les taper. C'est la solution de facilité. Donc, à l'évidence, aujourd'hui, ce qu'il s'agit de reconstruire, c'est une discussion entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique qui aille au-delà, évidemment, de la question des prix et qui soit capable de favoriser un véritable accompagnement de l'industrie pharmaceutique sur les défis qu'elle a à relever. Voilà, c'est un vaste sujet. Vous allez écouter. Alors, avant de voir sur les solutions, je propose d'écouter une courte vidéo de 2 minutes de Marcel Le Chanteur, qui est le PDG de Lilly, qui a investi en France, qui développe son usine en Alsace et qui va nous dire pourquoi et comment il s'organise. Nous avons la chance d'avoir un tissu de production particulièrement bien équilibré entre des sites de production classiques, des sites tournés vers la bioproduction d'une part, des entreprises avec des sites de petite taille ou de grande taille. On a des pôles d'excellence et enfin on a surtout des grands standards de qualité. Que l'on regarde les études ou qu'on regarde la réalité d'ailleurs lorsqu'on se rend sur le terrain, je pense qu'on peut identifier 3 risques essentiellement. Le premier, c'est un risque tout d'abord de vieillissement des installations. Le deuxième, c'est un risque qui est un risque de vieillissement des molécules que nous produisons dans nos installations. Et le troisième est une conséquence ou une aggravation, c'est un risque de perte de compétitivité, aussi bien du point de vue d'ailleurs de l'attractivité d'un site français par rapport au reste du monde, que d'un point de vue d'ailleurs de productivité. Maintenant, ce qu'il nous faut réellement avoir, c'est une cohérence entre les politiques à la fois économique, industrielle, fiscale et de régulation du médicament d'une manière plus générale. Notre industrie a un caractère stratégique certes, mais ce caractère stratégique est très dépendant de la masse critique qu'on y met. Et donc la cohérence doit exister. Cette cohérence, je vais la définir comme un écosystème entre d'une part l'humain, c'est-à-dire les formations adaptées, d'autre part la disponibilité des technologies, les infrastructures, et également, de manière très importante, un système qui veut favoriser l'innovation, l'accès à l'innovation. Et donc, on a un travail important à faire entre industriels et politiques pour assurer cette cohérence. Alors dans notre cas, nous avons fait un virage vers la bioproduction, et je devrais dire la bioproduction des injectables, avec une série d'investissements importants et conséquents dans le temps, qui nous permettent d'augmenter à la fois la productivité, la qualité et la sécurité. Très concrètement, aujourd'hui, on exporte plus de 95% de notre production, notamment vers des pays comme la Chine. Donc c'est possible, mais ça nécessite évidemment une série d'efforts, de mobilisation et d'investissement. Voilà, c'est en effet très intéressant. Alors, deuxième partie de cette première table ronde, après le constat, les propositions. Mais Philippe Busquan, est-ce que la première responsabilité, comme vient de le dire très clairement Marcel Le Chanteur, c'est pas d'abord celle de l'industrie pharmaceutique qui n'a pas su prendre le virage des biotech? Ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Oui, voilà. Bon. Avec retard. Non, mais je pense pas. qu'il y a une première responsabilité, c'est mon premier message, hein, c'est le devoir de compétitivité. C'est un message important. Et pour moi, je rends hommage d'ailleurs aux salariés de Sanofi qui l'ont compris de bien longtemps. C'est un devoir de l'entreprise qui est d'être compétitive. On ne peut pas être un acteur mondial
et puis rester comme on est. Donc c'est la première responsabilité d'une entreprise. La deuxième, je vais vous la citer, c'est l'adaptation. Ce n'est pas un pays qui est connu comme étant facilement adaptable, mais l'entreprise doit s'adapter parce que c'est un être vivant, l'entreprise. Un site, c'est un être vivant comme un individu, et donc la capacité à anticiper et à s'adapter est clé. Et puis après, il y a d'autres éléments plus politiques, mais je pense que c'est un tout, et l'entreprise, c'est une dynamique. Et alors, comment préserver quand même, c'est la question essentielle, cette production chimique? Est-ce qu'il faut... Chez Sanofi, comment vous faites? On a une production chimique en France qui est significative, dans laquelle on a su capter des opportunités par un savoir-faire historique qui est très développé, des opportunités notamment sur l'export, puisque le marché français, pour nous, c'est 6% de nos ventes, le reste part à l'exportation. Donc la capacité à travailler sur les procédés, sur l'expertise, sur l'environnement, sur l'énergie, sur l'ensemble des facteurs d'une production, fait qu'on peut garder des capacités, des productions compétitives en France et pouvoir les exporter. L'exemple qui a été donné ici dans la vidéo, mais aussi dans la partie des molécules chimiques. Alors, on l'a vu, les concurrents sur les nouveaux produits, c'est pas tellement la Chine ou le Brésil ou les pays loin, mais c'est en Europe, c'est l'Allemagne, c'est l'Irlande, c'est l'Italie. Est-ce que les concurrents de la production chimique, c'est où? C'est plus loin carrément, alors, où les prix sont beaucoup plus bas ou pas? Alors, il y a des concurrents à travers le monde. C'est surtout l'Inde, c'est la Chine au niveau de la chimie. Mais je constate, par exemple, quand vous regardez l'Allemagne a investi dans les biotechnologies plus et avant nous. Donc, on a regardé autour de nous ce qui se passe. Mais je dirais que la pharmacie, c'est un ensemble de molécules chimiques, de molécules biotechnologiques, de molécules des vaccins. Et c'est l'ensemble des acteurs qui peut faire la différence. Alors Sébastien Guettant, vous êtes sur le chimique pur et dur, je dirais, et vous avez envie d'y rester. Quelles sont vos craintes et quelles sont vos propositions? Alors, si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Philippe à l'instant, sur productivité, conditions indispensables. J'ajouterais conditions nécessaires mais non suffisantes. C'est-à-dire que l'effort de productivité, on peut le faire, on doit le faire, vous l'avez fait, d'autres le font et le font bien. Mais à un moment, et vous l'avez dit tout à l'heure, si on part sur des productions low cost, à un moment, si dans l'appel d'offres, on regarde que la grille du prix au centime, à 1, 2, 3 centimes à la boîte, on peut assister à une délocalisation. Et c'est là où je tiens à insister, c'est qu'à un moment donné, l'effort de productivité que font nos usines, conditions nécessaires mais non suffisantes, on a besoin aussi d'un effort collectif ou d'une prise de conscience collective en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut être un territoire d'importation, un comptoir d'importation et rien d'autre? Ou est-ce qu'on veut une filière complète? Et c'est l'écosystème dont parlait Marcel le chanteur, et c'est ce que vous avez dit aussi. On peut inscrire de la biotechnologie s'il y a des savoir-faire, un terreau, et quand on sait que la base, c'est 85% sur du mature, il faut conserver le mature pour alimenter le reste. Alors les propositions... Ah oui, qu'est-ce qu'on fait alors les propositions, il y en a de nombreuses, j'ai pas de scoop, on en a déjà parlé, on les a déjà évoquées, elles sont simples. Les propositions, pour moi, les deux plus importantes de bon sens, la première, c'est de valoriser la production française. Dans d'autres secteurs industriels, vous dites, vous vendez au bout et vous mettez un premium prix par rapport à un premium qualité. Qualité, entendons-nous bien, je ne parle pas de discrimination du produit fini, je parle de la façon dont il a été composé. Dans le médicament, on est dans une économie régulée. Donc, à aucun moment, on prend en compte, on nous impose des normes, les fameuses sociétales et environnementales, les traitements d'eau, les traitements d'air, etc. et j'en passe, qui changent peut-être rien sur les traitements anti-bruit sur les usines, vont rien changer à la qualité du produit fini, mais ont un surcoût. Un surcoût dont, en tant que citoyen, on est heureux, mais on les retrouve où, les normes de décibels sur les toits des usines pour mettre des caissons anti-bruit. Ce surcoût qu'on a, nous, qu'on s'impose, on en est heureux en tant que citoyen et qu'utilisateur de la campagne française et des zones périurbaines, mais on le retrouve où dans le prix du médicament? Quand vous vendez un produit manufacturé à usage du grand public, vous savez vendre ce surcoût. Faites une publicité, vous expliquez, etc. Quand vous êtes dans du régulé, à aucun moment dans la chaîne, vous avez ce surcoût. Ce surcoût, c'est quelques centimes. On ne parle pas de dizaines d'euros, parce que là, ça c'est la productivité, ça serait qu'on serait nul. On parle de quelques centimes. Mais ces quelques centimes, sur un système d'appel d'offres, on les perd. Donc moi, ma première proposition, c'est de dire il faut un label Europe. On pourrait dire un label France, mais raisonnons Europe. Il faut un label Europe pour protéger le médicament élaboré dans nos usines et avec un delta de coût par un biais ou par un autre. Il y a
tellement de systèmes, le système de coût est tellement complexe qu'il y a 10 manières d'entrer là-dedans. C'est-à-dire ça peut être via le CEPS, ça peut être via une taxe ailleurs, enfin il y a 10 manières de résoudre Donc le problème. le label Europe qui donne un avantage, mais ça paraît évident. Pourquoi cette solution n'a pas été prise déjà alors qu'on sait que les États-Unis Parce qu'on n'a sont pas de politique protectionnistes. industrielle. Ça fait plusieurs années que j'anime cette commission industrie, qu'on va de réunion en réunion, de CEPS en CSIS, en CEPS, en CSIS, etc. On signe des accords. On a signé un accord à Matignon avec 44 mesures il y a 2 ans. Et on a, à ma connaissance, en ce qui concerne mon champ d'activité, c'est-à-dire la production industrielle, 0 mise en place. Hein, on a tous signé, on s'est félicités il y a 2 ans, il n'y a rien de fait. Et c'est pas parce qu'il y a 2 ans, on aurait pu prendre plus antérieurement Mais dans le le temps. label Europe, ça bloque à quel niveau? J'en sais rien. Écoutez, j'en sais rien. Vous êtes On est responsable. tous d'accord. Il n'y a personne qui est contre et on n'arrive pas à le mettre en place. Bon. Sachant que c'est sur la base du volontariat, parce que je vois au sein du LEM qu'on a des discussions là-dessus, bien évidemment, on parle d'un label Europe sur la base du volontariat et on est sur les produits matures, on est sur des productions où le delta de coût il se joue au centime. C'est les laboratoires qui seraient volontaires, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc ça serait une première chose. La deuxième chose, c'est le crédit impôt production. La deuxième mesure, c'est on a parlé des investissements et on a dit si pour les emplois de demain, il faut des investissements aujourd'hui. Il y a le crédit impôt recherche qui fonctionne très bien, dont on se félicite. On a une recherche active, il faut une production active. On parlait d'écosystème, on parlait de territoire, les deux sont liés. Vous l'avez vu dans d'autres industries, vous enlevez la production, c'est la pierre angulaire. La production va capter les fruits de la recherche. Si vous enlevez le terreau industriel, vous pouvez avoir la meilleure recherche du monde. La recherche, elle va aller là où est l'outil industriel. Et donc, le produit intérieur brut généré par la recherche va aller être généré là où il y a la localisation de l'usine. Donc, il faut qu'à côté de la recherche, on ait des clusters de production. Les fameux pôles pharma ou autres, en France, il y en a beaucoup. Et donc, il faut valoriser ça. Et pour valoriser ça, le crédit impôt production, ça serait un outil phénoménal. Après le crédit impôt recherche, qui est le deuxième coût hein, pour les finances de l'État, après le CICE, donc un nouveau crédit d'impôt. Mais là aussi, c'est peut-être revenir à des solutions d'il y a 20 ans. C'est-à-dire quand un laboratoire investissait, on lui demandait de fabriquer en France ses produits, de faire du co-marketing, tout ça a disparu. Vous pensez que c'est possible de revenir à ce type de... Alors, soyons pas naïfs. Aujourd'hui, donc on exporte, on en est content. Et pourquoi l'export diminue? Parce que tous les pays vers lesquels on exporte mettent en place ces mesures. Donc, il y a un moment, il faut une réciprocité. Donc aujourd'hui, nous travaillons bien sûr avec les États-Unis. Les États-Unis ont des systèmes de mesures ultra protectionnistes. Maintenant, on parle des BRICS. Vous avez le Brésil, la Russie, ont mis en place ces choses-là et sont de plus en plus violents. On peut prendre l'Algérie, on peut prendre la Chine, on peut prendre l'Inde. Ils sont tous en train de mettre en place des mesures de protection de leur territoire industriel parce que c'est source de richesse. L'Europe, et la France en particulier, est le dernier territoire à ne rien mettre en place pour cela. Donc on a une bonne base qui est en train de s'épuiser. Oui, alors allez-y. Non, je voulais compléter parce que je suis d'accord avec l'analyse. Vous avez beaucoup de pays dits émergents qui mettent en place des incitations à produire localement pour accéder à des appels d'offres, etc. Donc ce n'est pas des mesures du passé, c'est des mesures du futur. Hein, donc ne nous trompons pas de sujet. Donc moi je partage l'analyse. Le crédit d'impôt recherche a fait ses preuves en France. Un principe de crédit d'impôt production peut être extrêmement innovant et futuriste. Et puis moi je voudrais rajouter une autre... Est-ce que ça ne bloque pas au niveau de l'Europe, non, de la réglementation européenne? Moi je ne suis pas un spécialiste de la réglementation européenne, mais je voudrais rajouter un autre point qui va vous surprendre. Hein. Je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est aimer nos usines. Hein. Alors, on aime déjà nos entreprises, non, mais c'est important, qu'on aime nos usines en plus. J'ai démarré, vous avez rappelé mon histoire, j'ai démarré comme un jeune ingénieur dans une usine que je ne citerai pas, dans un pays où on m'a dit, vous savez, ici c'est un pays de tourisme, c'est pas un pays industriel. Non, la France est un pays industriel, il est important, je fais le tour moi dans tous les... C'est Sisteron, non? Non, je trouve d'exemples, mais je pense que je fais le tour de toutes les écoles, aimons nos usines, et je pense que ce colloque est important, c'est la première fois que je participe moi à une réunion de ce type, il faut aimer nos usines, aimer nos productions, c'est un atout pour le pays, d'autres pays nous montrent l'exemple, il n'y a pas de raison de ne pas suivre les bons exemples. Et c'est important pour nous, mais pour les jeunes. Enfin, moi, j'aime bien les usines. Hein. J'espère que tout le monde ici aussi. Alors, Guillaume Clément, vous aussi, vous défendez le crédit impôt production. Est-ce que ça permettrait vraiment de faire la différence sur vos territoires et comment avancer? Alors, effectivement, avant d'y revenir, je vais prendre la casquette de Léo ici pour donner un exemple. On se sent une entreprise responsable, un acteur depuis plus de 50 ans au niveau industriel en France. Et pour expliquer d'expliciter mon propos, on exporte 60% de notre production. Et aujourd'hui,
quand il s'agit de regarder les futurs investissements, l'enjeu pour nous, il n'est pas de se battre pour maintenir l'outil qu'on a ici. On fait des injectables qui partent dans le monde entier, sans milieu aseptique, donc de la haute technologie. L'enjeu pour nous, il est d'attirer la prochaine ligne de production dans cette même usine à Dreux et Vernouillet. C'est ça notre enjeu. Et pour ce faire, c'est assez simple. Écoutez, pour vous donner un exemple, on a investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans les dernières années. Si je prends les 10 dernières années avant le moment où nous parlons. Dans ces 10 dernières années, ces dizaines de millions d'euros nous ont permis aussi de moderniser le site. On a doublé l'emploi, on a triplé la capacité. Super. On se sent un entrepreneur responsable. Parallèlement à ça, les crédits CSIS qu'on a pu avoir représentent quelques millions d'euros. Et puis, la régulation dont nous parlons aujourd'hui au niveau des prix va représenter plusieurs dizaines de millions d'euros d'impact sur une durée d'une dizaine d'années. Vous comprenez que quand je discute et quand nous discutons avec mon collègue de l'usine avec nos patrons, c'est extrêmement difficile, quand bien même nous sommes reconnus comme étant un véritable centre d'excellence mondial au niveau de la production, d'attirer de futurs investissements. Donc, pour ça que l'enjeu, il est de faire en sorte que dans un moment où la compétition, elle est avec, comme vous l'avez dit, des pays qui, eux, utilisent l'ensemble des atouts qu'ils ont pour attirer la production, comment faisons-nous en sorte que cette future ligne, elle aille dans un bâtiment qui l'attend à Dreux plutôt que dans d'autres pays, et pas forcément à l'autre bout du monde, mais dans les pays européens à côté de nous. Et pour ce faire, je pense que le crédit impôt production, il serait effectivement un bon exemple, un bon atout et facilement lisible pour expliquer qu'on a un véritable incentive, une véritable politique industrielle, une ambition industrielle en France pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'on devrait aussi développer une véritable filière de fabrication du générique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez vu que 30% des génériques sont consommés en France, alors qu'on consomme vraiment plus que ça. Mais si on regarde les 2 dernières années, c'est seulement 15%. Ça veut dire que parce qu'on a de moins en moins de princeps fabriqués en France, ça commence à partir encore un peu plus. Ça, c'est une tendance qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Et puis enfin, nous prenons aussi, au-delà du crédit impôt production, une véritable vision intégrée de l'industrie pharma, au-delà d'une vision comptable. C'est important parce que, quand vous dites il faut aimer nos usines, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir une ambition industrielle assumée par l'État au niveau des acteurs industriels que nous sommes dans la pharma. Je suis persuadé que c'est une source de valeur forte au niveau des territoires, bien évidemment, mais au niveau national. Donc une véritable politique industrielle. Alors, Olivier Marleix, vous êtes ministre de l'économie ou des finances, comme vous voulez. On vous dit, vous mettez un label Europe et créer un crédit d'impôt production. Qu'est-ce que vous aspirez? Cela dit, on devient très vite et très jeune ministre de l'économie, même si on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise dans ce pays. Donc, voilà. Effectivement, tout espoir est désormais permis. Oui. Mais à titre personnel, je suis plus humble que ça. Je sais pas si quelqu'un des DGEM qui a applaudi dans la salle. Est-ce que vous avez mis les pieds dans une usine? Vous avez travaillé à l'usine, non? Non, je n'ai jamais travaillé en entreprise, mais je ne me permets pas de donner des leçons d'économie à qui que ce soit. Et mon propos, c'est plutôt de faire... Par contre, je connais bien l'appareil d'État et j'essaie de mettre mon peu d'intelligence dans la capacité peut-être à voir ce qui ne va pas et ce qui pourrait fonctionner mieux. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas de politique industrielle du tout de la pharmacie. Il y en a peut-être une, elle est peut-être insuffisante, elle est maladroite. En tout cas, elle me paraît, oui, très, très, très maladroite. Et à côté de ce qui est l'essentiel aujourd'hui, cet instrument de régulation, de fait, qui est le prix. Moi, j'ai eu l'occasion de mesurer, à l'occasion de restructuration, enfin de décisions prises sur le prix du médicament, sur des remboursements à Dreux. Je ne vais pas citer les industries présentes, mais ils se reconnaîtront à quel point l'État est aveugle dans ce genre de prise de décision. Pour une mesure qui va faire économiser quelques centaines de milliers d'euros peut-être à la sécurité sociale, enfin à la branche maladie de la sécurité sociale, on ne va pas hésiter, et sans le savoir, sans le mesurer réellement, à prendre une décision qui va créer du chômage, donc créer quelques centaines de milliers d'euros de déficit supplémentaire dans la branche chômage, qui va faire perdre de recettes fiscales, qui va faire perdre de la TVA, etc. Et ce bilan global de la décision, malheureusement, il n'est pas pris. Et ça, c'est quand même assez aberrant. Alors, je pense effectivement qu'une des mesures serait sans doute de repositionner le CEPS. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui quand même ce qu'est la composition du CEPS pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le CEPS. Je vérifie avant de venir. Je crois qu'il y a
a 3 représentants du ministre de l'Industrie. Et en face, il y a 12 représentants du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, plus 8 de la CNAM, etc. Donc on est quand même dans des décisions qui ne sont pas du tout industrielles. Le CEPS devrait être sous un vrai copilotage, une vraie double tutelle, santé et industrie, si on veut vraiment pouvoir exprimer une politique industrielle à travers cette question du prix, ou en tout cas arrêter de prendre des décisions aussi aveugles qu'on le fait. C'est doublement surprenant pour moi, c'est que dans ce pays, alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce pays, il n'y a pas une décision administrative qui se prend sans remonter quasiment au niveau interministériel. Toutes les décisions de tous les ministères font l'objet de réunions interministérielles, avec ce qu'on appelle des bleus de Matignon, c'est-à-dire des arbitrages pris en direct par les conseillers du Premier ministre. Et je vous assure que les décisions les plus infimes dans notre pays font l'objet de ce processus très, très lourd. Et s'agissant du prix du médicament, qui a un impact aussi important pour notre industrie de la pharmacie, une industrie aussi importante, vous avez rappelé tout à l'heure sa place dans notre économie, et bien là, ça se passe, je ne vais pas dire sur un coin de table, mais ça se passe de manière beaucoup plus feutrée au sein de la CEPS. Alors, c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion pas mal d'échanger avec les industriels de la pharmacie, notamment ceux présents au sein de Pôle Pharma. J'ai senti que ce n'était pas une évidence ce que je racontais, notamment de leur point de vue, parce que je me demande si les industriels de la pharmacie, alors je fais peut-être un peu de provocation, en tout cas ce n'est pas politiquement correct, ne sont pas un peu atteints du syndrome de Stockholm aussi. C'est-à-dire qu'on connaît bien finalement ce ministère de la Santé, avec qui les plus vieux industriels, enfin les plus vieux, je parle des entreprises, industriels de la pharmacie en France, ont l'habitude de discuter, ont l'habitude de négocier leurs prix, et finalement peut-être que ce système les rassure. Mais je crois qu'on arrivait à un moment, les chiffres que vous donnez tout à l'heure le montrent, où ce système il n'est plus du tout satisfaisant et il est en train de laisser mourir petit à petit notre industrie de pharmaceutique parce que c'est systématiquement la facilité. Donc moi je rêve. Alors pardon. Et deuxième élément de surprise d'ailleurs quand même sur ce mécanisme, c'est assez étonnant dans ce pays où je ne pense pas avoir totalement rêvé, mais on a un peu le sentiment quand même que l'État, c'est une tradition nationale, aime se mêler de tout, aime donner des leçons à tout le monde, être présent partout, aime tout piloter. Et finalement, en matière d'industrie pharmaceutique, le paradoxe, c'est quand même que l'État, c'est pas un petit acteur. C'est en tout cas, à travers cette décision prise par la CEPS, c'est lui qui fixe le prix. C'est excusez du peu, donc il fait quand même le marché. Et pourtant, il s'interdit d'avoir une vraie politique de filière, une vraie politique de développement de la pharmacie, alors qu'il est un maître du jeu premier. C'est donc qu'on a vraiment, au niveau de l'État, dans le pilotage, quelque chose qui ne va pas. Donc oui, moi je rêve d'une CESPS plus équilibrée dans sa composition, avec une double tutelle, et qui permettrait donc le développement d'une stratégie notamment conventionnelle, beaucoup plus ambitieuse, avec les différentes entreprises de la pharmacie, une vision pluriannuelle sur l'évolution des prix, même quand ceux-ci doivent baisser. C'est quelque chose, je pense, qui est admis, mais au moins qu'il y ait de la vision pluriannuelle, qu'on puisse mieux négocier l'étalement dans le temps, qu'il y ait un véritable donnant-donnant incluant des objectifs industriels dans la fixation des prix, et puis qu'on puisse avoir dans la fixation des prix aussi une reconnaissance de l'innovation, de l'effort de recherche et développement de l'entreprise. Bref, que le prix soit l'occasion, vraiment le support d'une vraie stratégie industrielle de la part de l'État. Ce qui ne veut pas dire aussi que l'industrie pharmaceutique n'a pas non plus à évoluer dans la façon de s'organiser, mais je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué, vous n'avez pas répondu à la question. Non, Ministre de l'économie, qu'est-ce que je ferais ? Je me battrais pour récupérer la tutelle du CEPS. Je pense que c'est une réponse très claire. Et ne pas la laisser au ministre de la Santé. Parce que la tutelle, il y a une double tutelle. Hein, oui, enfin, elle est quand même, dans les faits. Regardez la composition. C'est le ministère de la Santé qui aujourd'hui dirige. Non, mais sur le label Europe, bon, vous n'avez pas tranché aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez que ce serait une bonne mesure ? Et sur le crédit impôt production, est-ce que vous pensez que c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir, faire avancer ? Ou est-ce que, bon... alors là, franchement, je ne suis pas assez technicien de ces propositions et pour le coup, moi, je ne les ai pas examinées pour vous donner. Sur l'harmonisation européenne, c'est une évidence. C'est une évidence. Après, sur le bon système de crédit impôt, il y en a déjà des crédits impôt qui s'empilent. Crédit impôt recherche, le CIR, très élevé, le CICE. Oui. Donc je ne sais pas s'il faut en rajouter un nouveau. En tout cas, c'est sûr qu'il faut améliorer le pilotage, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un veut réagir Alors, on a un peu de temps pour prendre une ou deux questions en commentaire, très rapides, si vous voulez. Alors là, monsieur, vous présentez... Alors, bref, évidemment.
Mazen El-Zabi, LFB. Est-ce qu'il faut absolument produire en France en matière d'importation? Est-ce que l'importation permet-elle de sécuriser l'approvisionnement du marché? C'est une bonne question, comme on dit, un peu provocatrice. Alors, est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il peut répondre? Bon, c'est très, très complexe, ça dépend de quel marché on veut adresser. Aujourd'hui, effectivement, on pourrait considérer qu'on peut importer la matière première, parce que alors, dans la production, il faut distinguer principe actif chimique, principe actif biologique, et puis fabrication du médicament. Donc tout ce dont on parle ce matin, c'est production du médicament, c'est-à-dire transformation des matières. Il est clair qu'aujourd'hui, une partie significative de ces matières est déjà produite hors Europe, hein, sur la partie principe actif chimique. Mais je vous le rappelle, le premier maillon de la chaîne de la traçabilité pharmaceutique sur l'engagement du pharmacien responsable est au niveau de l'usine de production laboratoire pharmaceutique. Donc, en termes de dépendance sanitaire, aujourd'hui, on est enfin, Mazen, tout dépend. Quelle est votre question? Est-ce que la question, c'est économique? Est-ce que c'est dépendance géopolitique? Est-ce que c'est balance commerciale? Enfin, il y a plein de clés de lecture. Alors, vous pensez quoi plutôt? On va vous donner un micro. Approvisionnement de marché, c'est dépendance et surtout sécurité pour le patient. Donc la réponse est dans la question. Ou pas? C'est pour ça que moi, je n'ai pas compris ça comme une question, mais plutôt comme une affirmation. Et je ne me suis pas précipité pour répondre. Non, moi, je pense que... c'est pas possible. Mais moi, je pense que... Attendez, la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est en tout cas pour nous et pour Sanofi, c'est... moi, je suis promoteur d'une industrie française. Hein, et Sanofi, pour moi, est une entreprise exceptionnelle à multiples égards, parce que on pourrait dire, mais nous, on pourrait produire que 6% de notre production en France pour la France, hein, puisque c'est que 6% de notre marché mondial. Hein. Mais il s'avère que l'historique français industriel et de Sanofi est exceptionnel. Hein. On a une base industrielle tout à fait exceptionnelle, avec des opportunités exceptionnelles. Il s'avère aussi que la France est un territoire, je dirais, d'industrie exceptionnel, et il n'y a pas que dans la pharmacie. Hein. Et pour moi, en tant que patron ou en tant que Français, c'est comment je fais la promotion visionnaire, anticipatrice d'un savoir-faire, hein, et d'un pays auquel je crois, au-delà de la France, pour la France et au-delà de la France. Hein. Je prends l'exemple de Pasteur, dans lequel 97% de notre production est exportée. Pasteur, c'est non seulement une production pour la France, mais c'est un vecteur d'image mondiale, hein, qui est exceptionnel, hein, pour la France dans le monde entier. Je rappelle un petit exemple, hein, vous avez cité le pourcentage de l'export. Je crois que le rapport de la balance entre l'import et l'export de Sanofi représente positivement l'équivalent de tout l'agroalimentaire français. Alors, en milliards, ça fait combien? Les chiffres évoluent chaque année, mais on parle de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros par an. D'accord. Donc, moi, je ne me pose pas la question comme ça. Je me pose la question en disant, on a une base industrielle, on a un savoir-faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette base française? Oui, nous, on a 110 usines à travers le monde, donc je peux alimenter la France d'autres pays. Mais je le prends par l'autre côté en disant, je suis un entrepreneur, comment est-ce que je prépare le futur de mon entreprise, le futur de mes usines et mes employés, et le futur de Sanofi de manière intelligente, visionnaire, en allant de l'avant. Voilà, alors, Guillaume Clément, vous vouliez insister sur un point? Moi, je voudrais rajouter, au-delà de la problématique d'indépendance sanitaire, que je ne toucherai pas là, mais on est dans une problématique de crise dans notre pays. Il y a eu des rapports, le rapport Gallois en 2012, la commission Lauvergeon en 2013, cette année, le Conseil stratégique de l'attractivité qui a eu lieu. À chaque fois, dans les quelques domaines, les quelques-uns, 3 dans certains cas, 5, 6 dans l'autre, les quelques domaines qui sont plutôt considérés comme étant des domaines de sortie de crise, de par leur attractivité en termes d'innovation, de recherche, de développement de l'emploi, de haute technologie, etc., la filière de santé en fait partie. Donc je pense qu'on a tendance à dire dans nos entreprises, c'est dire, mais les opportunités, il faut savoir les saisir. Donc à un moment, on a malheureusement la difficulté d'en avoir assez peu devant nous. Sachons saisir ces opportunités. Et cette filière en est une, clairement. Alors, Olivier Marleix.
Là aussi, il y a peut-être un devoir d'anticipation pour les pouvoirs publics. Moi, je suis assez impressionné, par exemple, sur la question du générique et finalement le peu de place qu'a la fabrication du générique dans notre pays. Bon, les pouvoirs publics savent mieux que personne quelles sont les molécules qui tombent dans le domaine public, qui sont tombées ou qui sont appelées à tomber. On sait aussi par construction que ce n'est pas une activité de fabriquer le générique qui va intéresser par définition les groupes traditionnels qui sont en recherche de plus forte valeur ajoutée. Je trouve dommage qu'on n'ait pas essayé jusqu'à présent de construire, alors il y a quelques génériqueurs en France, mais enfin assez peu, et on n'a pas essayé de construire une industrie française, d'essayer de faire de l'autogénérique, comme on dit. Voilà. Et les pouvoirs publics, pourtant, ont quand même aussi quelques leviers entre les mains, sur les prix, etc., pour amorcer cette discussion. On a eu l'exemple d'une entreprise implantée dans le bassin de Rouet qui a recherché un peu en vain une solution, mais c'est l'entreprise elle-même qui a fait cette démarche d'aller rechercher. Et à aucun moment il y a eu d'anticipation du côté des pouvoirs publics. C'est dommage, que je crois que c'est un vrai enjeu là aussi pour la filière. Alors, une ou deux questions encore. Monsieur, vous présentez. Bref. Oui, Jacques Vernin, Facofar Santé. Je crois que pour illustrer la question précédente, la rupture de stock de Levothyrox pendant plusieurs mois peut interpeller. Absolument. C'est un commentaire, monsieur. Oui, bonjour, Xavier Nicolas. Je suis maire de Senon. Je suis vice-président du Conseil général de Rallard. Je suis un ami et voisin d'Olivier Marleix. Oui, par rapport à la question qui vient de nous être posée, qui vraiment nous interpelle, dans les arguments qui ont été présentés, les arguments industriels, je crois qu'il y en a un supplémentaire là, que nous venons d'entendre aujourd'hui. C'est l'exposition géopolitique de la France en termes d'approvisionnement en médicaments. Monsieur Aguetan nous disait aujourd'hui, bon, il y a deux parties effectivement dans l'industrie pharmaceutique. Il y a une partie de fabrication galénique, mais en amont, il y a la synthèse des principes actifs. Et cette synthèse, vous nous disiez, elle est essentiellement d'origine extra-européenne. Or, on peut très bien imaginer qu'un jour, pour des raisons géopolitiques, de conflits, de tensions, de raisons peut-être même de pénurie de certaines matières, nous soyons en difficulté pour avoir des médicaments. Or, monsieur vient de rappeler le problème du Levothyrox, mais on en parlait avec Roger Rua à l'instant. Beaucoup de médecins, de pharmaciens nous signalent aujourd'hui qu'ils sont en permanence confrontés à des problèmes de rupture d'approvisionnement avec beaucoup de médicaments. C'est très important. Ils se débrouillent comme ils peuvent pour remplacer l'un par l'autre. Et il y a un véritable enjeu, cette fois, de santé publique qui redonne des arguments à la localisation d'une industrie. D'autant plus qu'Olivier Marleix le rappelait tout à l'heure, la pharmacie, en France, ce n'est que, tu disais, ce n'est que la sécurité sociale, ce n'est que la branche maladie, c'est 15% des dépenses de maladie. L'assurance maladie elle-même doit faire à peu près un tiers, entre un quart et un tiers du budget de la sécurité sociale. Donc finalement, la pharmacie, c'est quoi? C'est 5% peut-être de la sécurité sociale. Et quand on parle du déficit de la sécurité sociale, on a l'impression qu'il n'y a que le médicament en cause. Et là aussi, il pourrait y avoir une communication plus efficace. Vous l'avez dit. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, c'est bien. Le micro hoquette un peu. Par rapport à ça, un commentaire ou une question? Alors, une dernière question au fond. Au fond. Levez-vous, madame. C'est une dame. J'ai l'impression, oui. Non, elle était assise, je ne voyais pas. Je voyais une main, c'est pour ça. Bonjour, Catherine Boyan-Bautista pour le GEM. Donc je voulais réagir à une remarque qui a été faite de dire que... Le GEM, c'est les génériques, voilà, pour les que tout le monde comprenne bien. Donc, qui ont été largement abordés ce matin. Donc je voulais dire que, contrairement à ce qui a été dit, la politique industrielle du générique est importante, notamment pour les façonniers. Je pense que M. Aguetan ne me contredira pas sur l'importance du générique pour les façonniers. Mais il faut avoir bien conscience qu'une politique industrielle du générique ne peut pas se déconnecter d'une politique de prix et que, comme le disait M. Aguetan et même d'autres intervenants, 1 ou 2 centimes sur le prix d'un médicament, notamment générique, peut avoir une influence de délocalisation. Et c'est important que tous les acteurs de la chaîne de décision sur le prix du médicament aient bien conscience de ce point. Pour réagir là-dessus, je partage l'analyse. Pour rebondir sur vos deux remarques, c'est l'exemple de Sanofi où nous produisons nos autogénériques dans les mêmes usines françaises que celles qui ont fait les produits. Donc ça fait partie de notre politique. Deuxièmement, dans le domaine des principes actifs,
nous produisons 80% de nos principes actifs, notamment en France, parce que nous voulons garder cette maîtrise. Ça, c'est un élément de stratégie. Mais nous pouvons produire nos génériques en France, mais nous pouvons les produire ailleurs dans le monde. Donc ça revient à la remarque qui est dite par madame et que j'ai dite en entrée, c'est que c'est lié avec le prix. Plus le prix baissera, plus vous serez en contradiction entre votre capacité de produire en France et la capacité de produire à moins cher dans le reste du monde. Et là, c'était mon introduction. Regardons ce qui se passe dans d'autres industries qui ont parfaitement montré que la baisse des prix continuelle vient tirer le lieu de production de manière factuelle. Et je dirais qu'on a la chance, si je peux dire entre guillemets, de voir d'autres industries qui ont vécu ça, évitons-le. Est-ce que vous voudriez, sur les génériques, avoir une prééminence si vous avez le princeps, avoir une avance sur les autres ou pas? C'est une de vos revendications ou pas? Moi, je ne suis pas revendicatif de non, vous de êtes nature, un industriel, on l'a bien compris. Vous l'avez bien compris, mais je pense que c'est un tout, c'est ce qui a été dit dans la table ronde, c'est un tout. Trop souvent, on sépare le prix, les prix de vente et la partie production, tout ce qui a été dit, et je partage complètement l'analyse. La réalité, c'est que c'est un tout dans la gestion et dans la décision, c'est un tout. Et si vous allez vers un prix qui va vers du low cost, vous ne pourrez plus produire en France. Je ne vais pas vous donner des exemples d'écart de prix. Il y a des endroits, par exemple, je vous donne une anecdote que personne ne connaît. Il y a des pays dans le monde, en Europe, dans lesquels la boîte de médicaments est vendue moins cher qu'un café. C'est-à-dire le traitement mensuel, je ne vous donne pas un exemple, du mensuel, c'est-à-dire de 30 comprimés, est vendu moins cher qu'un café. Et quand je dis moins cher, c'est 3 fois moins cher qu'un café à Paris. Dans ce domaine-là, vous ne pouvez plus produire en France. Philippe, ce qui vous permettait de rajouter un point, c'est que c'est probablement dans les mêmes pays où on a vu exploser le nombre de ruptures et de ruptures de stock. Parce qu'on commence à avoir des retours d'expérience, notamment de sociétés génériques qui ont la chance d'opérer dans plusieurs pays d'Europe. Certains pays ont fait libre appel aux appels d'offres et aux baisses des prix. Et c'est là où on a vu exploser les ruptures, le sourcing où ils ne pouvaient plus sourcer eux-mêmes. Et il y a certaines grandes compagnies qui disent « je ne peux pas approvisionner avec mes propres usines ces pays-là ». Et donc, moi-même, je répercute les appels d'offres ailleurs. Et là, on ne maîtrise plus du tout la chaîne. Et puis, le médicament arrive, il n'arrive pas, rupture. Alors, pour conclure cette première table ronde, Jean-Marc Vittori. Jean-Marc Vittori, vous êtes éditorialiste reconnu, réputé et très lu au quotidien Les Échos. Vous avez une chronique aussi sur BFM Business. Et donc, vous allez nous dire un petit peu, vous qui n'êtes justement pas un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mais de l'économie en général, si l'industrie pharmaceutique, ses spécificités se retrouvent dans d'autres secteurs, ou si bien l'industrie pharmaceutique est vraiment isolée dans son positionnement. Et puis, vous connaissiez très bien aussi le nouveau prix Nobel. On a 2 prix Nobel, donc en France, on est ravis. Jean Tirole, alors Jean Tirole, il s'est intéressé, disiez-vous hier, dans une vidéo passionnante sur leséchos.fr, qu'il avait travaillé sur la concurrence et la régulation. Est-ce que ça peut aider à réfléchir à l'industrie pharmaceutique, le prix Nobel de médecine, avant de répondre sur le reste oui, médecine, d'économie? Bonjour. Oui, tout à fait. Jean Tirole, donc, est un économiste d'une curiosité absolument extraordinaire. Il a travaillé sur des problématiques d'entreprise. Économie en France, on a souvent tendance à penser macroéconomie. Lui, c'est vraiment un économiste d'entreprise. Et donc, il a beaucoup travaillé sur la notion de concurrence dans des secteurs très différents. Il a commencé par travailler sur les grandes industries de réseau dans lesquelles la France est si forte, l'électricité, les télécoms. Il a ensuite élargi son analyse à beaucoup de domaines. Il a travaillé sur la finance, il a travaillé sur Internet, mais il a travaillé aussi sur l'industrie pharmaceutique à l'échelon mondial, notamment sur la question de savoir comment rendre abordables les médicaments dans les pays émergents. Il a fait de gros travaux là-dessus. Et à l'École d'économie de Toulouse, il y a tout un pôle qui réfléchit là-dessus. Ils ont organisé en juin dernier un colloque académique de très haut vol pendant une semaine. Et donc, il y avait le patron d'un grand laboratoire pharmaceutique français qui est venu parler de ces problématiques et qui a été très, très écouté. Alors, votre regard maintenant sur l'industrie pharmaceutique? Alors, avant de donner mon regard sur l'industrie pharmaceutique, d'abord 2 points qui sont très importants. Le premier, sur la conjoncture française, n'espérez rien. Alors j'ai l'impression que vous n'espérez rien et c'est tant mieux. Si, ça parce part mal. Il paraît que voilà, dans les sphères présidentielles, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on croyait à la théorie de l'élastique, c'est-à-dire c'est descendu très bas, donc ça va repartir très fort. Il y a cru pendant très longtemps et il est en train de changer d'avis.
Et c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire que ça repartira pas un jour, mais ça repartira pas tout de suite, ça repartira mollement. Et donc, n'attendez rien de ce côté-là. Ça veut dire aussi que du côté des finances publiques, la pression va rester extrêmement forte et que donc cette pression-là, vous n'êtes pas prêt de la voir s'alléger. Le deuxième point, c'est sur la compétitivité. Point absolument crucial. Cette compétitivité, elle s'est renforcée de manière considérable dans la crise que nous venons de vivre. Vous avez parlé à plusieurs reprises du fait qu'il n'y avait pas seulement l'Inde et des pays lointains, mais il y a aussi l'Europe. Et juste un mot pour expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé dans la crise, pas la crise Lehman Brothers, mais dans la crise de la zone euro, c'est qu'on s'est raconté pendant des années que les pays de la zone euro pouvaient avoir des déficits courants dans leurs échanges et que ça n'avait absolument aucune importance. Et puis on s'est rendu compte du jour au lendemain qu'en Grèce, eh bien, le déficit énorme qui avait été créé, il n'était plus financé. Les investisseurs étrangers, du jour au lendemain, ont arrêté de financer le déficit. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé ensuite la même chose pour l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Ça a menacé l'Italie. À partir de ce moment-là, les pays n'ont qu'une chose à faire, c'est serrer la vis à mort pour rééquilibrer les comptes. Alors que la rigueur soit publique ou privée, peu importe. Mais il faut faire cette rigueur. Et ensuite, pour repartir, la seule solution, c'est de faire de la compétitivité. C'est de gagner des parts de marché à l'export. Et c'est pour ça que la pression de vos concurrents et néanmoins amis européens va se faire est plus forte et sera fatalement plus forte dans les années à venir et donc nécessite une réaction, évidemment, une capacité de résistance très forte de votre côté. Alors moi, quand j'aborde un secteur que je ne connais pas, je regarde les chiffres macro. Alors j'ai regardé la production industrielle depuis 25 ans. Alors ça se décompose en trois périodes pratiquement d'égale longueur. C'est assez frappant. La première, donc, c'est 1990-1998. Production industrielle en France, plus 1%. Production pharmaceutique, plus 62%. 1998-2005, production industrielle France, plus 2%. Bon, on est dans la stagnation, hein, on est vraiment dans la stagnation de long terme. Production pharmaceutique, plus 62% à nouveau, exactement le même chiffre, sur une période plus courte. Hein, donc il y a eu une accélération de la production. Et puis, depuis 2005... avec donc évidemment la marche terrible de 2009, production industrielle française, moins 13%, et production industrielle pharmaceutique, moins 4%. Et moins 4% avec en fait une stagnation jusqu'à l'été 2013, et depuis, ça descend. Alors ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, mais clairement, ça va jusqu'à maintenant. On commence à voir des signes de fragilité tout de même qui se précisent. Je voudrais faire le parallèle avec d'autres secteurs de l'industrie. Je ne veux pas dire que c'est l'industrie, je veux dire que c'est deux pays. Un pays où la production industrielle a augmenté en 6 ans de 40%, et puis un autre pays où elle a diminué de 25%. Vous allez me dire, ces deux pays, c'est l'Allemagne et la France. Pas du tout, c'est effectivement deux secteurs. C'est l'aéronautique et l'industrie automobile. Et l'aéronautique, plus 40% de production malgré la crise. Et l'automobile, moins 25%. Et je voudrais vous inciter à faire un petit exercice de benchmarking, comparé. Hein, le benchmarking au sens originel du terme, c'était comparer à ce qui se fait ailleurs dans d'autres secteurs. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'industrie pharmaceutique pourrait être plutôt d'un côté, plutôt de l'autre ? L'industrie automobile, il y a un marché qui n'est pas très dynamique. Le marché de la santé est et sera dynamique à l'échelon mondial de toute façon, et aussi dans les pays avancés, même si c'est dans des termes qui seront financièrement un peu plus compliqués qu'auparavant. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Alors l'aéronautique, le marché est en plein boom, mais la santé, c'est pas quelque chose qui va diminuer. Et une grosse différence entre l'automobile et l'aéronautique, c'est qu'on a des relations au sein des différents intervenants de la branche qui sont très très différents. Dans l'automobile, on a des relations qui sont, même si ça commence un tout petit peu à changer, on a des relations qui sont souvent très conflictuelles, où les donneurs d'ordre écrasent leurs fournisseurs. Donc sur les politiques de recherche, c'est évidemment très compliqué parce qu'une voiture, elle intègre des mécanismes de plus en plus différents qui viennent de sources de plus en plus différentes. Et si vous ne travaillez pas main dans la main, ça pose problème. L'aéronautique, c'est exactement le contraire. L'aéronautique, on a évidemment une entreprise, un assembleur
évidemment complètement unique. Mais derrière, il y a tout un tissu d'entreprise qui est extrêmement vigoureux, qui remonte de plus en plus dans la production de valeur, dans la chaîne de la valeur ajoutée. Et ça ramène directement sur cette notion de cluster, parce qu'évidemment, l'aéronautique, c'est pas par hasard, c'est même pour l'essentiel autour de Toulouse, avec aussi un autre pôle du côté de Nantes. Alors, Pôle Pharma, c'est très bien, mais je pense qu'il faut que ça ne soit qu'un début. Parce que dans ces clusters, dans ces lieux où il y a à la fois les grandes entreprises du secteur, les petits, les organismes de formation des salariés, les organismes de recherche, les financeurs qui apprennent petit à petit à connaître le secteur. Dans ce cluster, vous avez une force absolument extraordinaire. Si vous regardez tous les grands secteurs économiques qui se sont développés ces 3 dernières décennies, le cluster joue un rôle central. La Silicon Valley. On a vraiment absolument besoin de ça. Et en France, c'est encore tout de même un peu éclaté. Et donc, il y a de la proximité géographique. Hein. On peut dire technologie de l'information. Maintenant, on se fait des visioconférences. Ouais, c'est pas du tout pareil que d'aller voir un chercheur, de lui mettre la main sur l'épaule et de faire des choses ensemble. Donc, cette dimension de cluster est absolument essentielle. Alors, je voudrais parler de l'innovation, mais vous allez en parler dans la table ronde suivante. Je pense aussi qu'il y a des innovations qui peuvent amener, y compris des activités matures, à changer complètement. Alors, je vais donner un exemple que j'avais lancé dans une conférence sur les big data. Alors, c'était des spécialistes de l'exploitation des énormes masses de données. Ça leur avait beaucoup plu. Vous, ça va moins vous plaire parce que vous allez voir que je suis un amateur complet dans votre domaine. Mais imaginons qu'en exploitant ces énormes masses de données, on découvre soudain que le bon vieil acide acétylsalicylique, quand on l'injecte, il a des effets très différents. Par exemple, Guillaume, vous avez peut-être besoin de 427 mg, alors que Philippe, lui, il aura besoin de 622 mg, et que des différences qui paraissent minimes ont en fait des effets sur l'efficacité extrêmement importants. Et supposons qu'on découvre aussi que quand on sait ça, il faut agir dans les 24 heures. Comment se réorganise la production en fonction de ça? Est-ce qu'on va aller demander au laboratoire en Inde de fabriquer ça et de le ramener en avion en 9 heures pour que ça soit à Paris? Je ne pense pas. Il peut y avoir des innovations que vous n'imaginez même pas qui changent complètement la donne de votre secteur et qui peuvent rebattre les cartes de manière tout à fait impressionnante. Alors vous avez évidemment des problèmes qu'on retrouve dans toute l'industrie, hein, les coûts salariaux, la fiscalité délirante, la réglementation proliférante. Donc ça, on remonte au MEDEF et à vos instances représentatives. Vous avez aussi d'autres, évidemment, des problèmes qui sont tout à fait spécifiques. Et moi, ce qui me frappe dans ces problèmes, c'est que j'ai l'impression qu'on a des visions qui restent encore assez morcelées. C'est-à-dire que vous avez, je pense, j'ai l'impression, un effort de construction d'ensemble, une construction d'ensemble à partir de laquelle vous pourrez aller expliquer, en particulier aux décideurs politiques, mais aussi plus largement à l'opinion publique française, qui est un levier absolument essentiel, pourquoi il faut faire attention à certaines choses dans votre secteur. Et ça, je crois qu'il y a, si je puis me permettre, je crois qu'il y a quelque chose à faire en la matière. Mais sinon, l'essentiel, évidemment, moi, ce que je retiens, ce qui a été dit, aimer nos usines, évidemment, c'est quelque chose d'absolument essentiel. En France, on a l'impression qu'on aime les usines quand elles ferment. Hein. Quand elles ferment, on en fait des musées, on fait visiter ça, mais alors quand elles sont ouvertes, c'est plus compliqué. Alors, il y a des choses dans la culture française par rapport au travail manuel, on préfère être dans le bureau, enfin bon, il y a toute une série de choses comme ça sur lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. Mais les usines, vous pouvez aussi les faire aimer, vous, hein, en les faisant visiter aux jeunes. Moi, j'ai accompagné à plusieurs reprises des lycéens dans des usines, c'est un moment merveilleux. Hein, ils regardent ça, et par rapport à toute l'image qu'ils peuvent avoir de l'entreprise, c'est très différent. Alors vous allez me dire, ça prend du temps, mais enfin, quand on veut séduire quelqu'un, généralement, on est prêt à y consacrer quelques minutes. Autre point, c'est possible. Voilà, oui, je crois que c'est important. C'est possible, c'est ce que disait Marcel Schroeter. C'est possible. Le savoir-faire, absolument crucial. Et dernier point, malgré tout, préserver l'existant, oui. Attention à ne pas bâtir des lignes Maginot. L'essentiel, c'est même la capacité à régénérer, à reconstruire et à être dans la vague suivante.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un tour de table assez complet. En tout cas, très, très intéressant. Merci, messieurs. On va passer à la deuxième table ronde.